Good morning, everybody. Welcome for the last day of the conference. This morning, this session is called Polynesian Territories, Monuments, and Socio-Religious Dynamics. Our first speaker today is Louis Lagarde from the University of Caledonia. And his paper is co-authored by Anatole Itamani and Vincent Marot de la Direction de la Culture des Patrimoines. Their talk is entitled Refining Ethnology of the World Heritage Site, Pyramid Results for the Archaeological Program. Merci Mike, thank you. Yarana Pato, et merci à tous pour votre présence ce matin. Alors l'origine de la reprise d'un programme archéologique pérennisé sur le complexe de Teotihuacan, qui est un paysage culturel classé sur la liste du patrimoine mondial en 2017, provient au moins pour partie de certaines faiblesses du dossier identifiées par le comité d'évaluation UNESCO. Alors, la qualité des vestiges, la vivacité des traditions orales de ce site célèbre des îles Soulevant faisait de cet ensemble des témoins assez exceptionnels de la civilisation marais. Et les restaurations successives qui avaient été entreprises dans les années 60, celle-ci aussi sur le Grand Marais de avaient permis de présenter au public une vitrine finalement assez spectaculaire sur une époque décrite comme l'âge d'or des sociétés polynésiennes. Et donc, il était apparu que la vie de ce grand sanctuaire, finalement, sur le temps long, en réalité, était mal connue. Donc, il importait de préciser la chronologie du site. Et notre programme scientifique, donc mené à Tapuaga, grâce à la direction de la culture et du patrimoine de la Polynésie française et à la Maison des sciences de l'homme du Pacifique, s'est focalisé en premier lieu sur les parties moins bien connues, justement parce que moins perturbées du complexe. Alors on a choisi deux structures ethnologiques, donc le Marae Tirite Opaina, avec son art de grande dimension, proche du Marae Hovoli, avec sa grande pierre d'investiture, ainsi que un Marae plus petit, qui s'appelle le Marae Tuli. Et tous deux sont situés dans la partie est du complexe, que vous pouvez voir ici. Alors pour le Marae et le Maraena, nous avons implanté un sondage de 6 mètres carrés dans la partie est de la structure. Le Haru, qui est d'assez grande dimension, mesure 26 mètres de longueur et forme un quadrilatère très allongé, bordé de grandes dalles hérissées, entre lesquelles on trouve donc un remplissage de blocs coralliens de petits modules. Et le Haru est situé à proximité immédiate du rivage actuel, face à la passe sacrée Tatarabassa, qui est orientée du coup selon un axe globalement est. En implantant notre sondage au temps de Haru, nous étions à la recherche d'une matérialisation de la matérialisation malaise, c'est-à-dire du tardois, et on espérait pouvoir en observer la limite est. Alors, pour essayer de dater la construction, 3 prélèvements de corail en politesse ont été effectués dans le remplissage de la route, donc dans la partie ouest, dans la partie centrale et dans la partie orientale. Et des prélèvements ont été effectués en profondeur, c'est-à-dire afin d'éviter au maximum les risques de pollution, de dépôts récents de blocs par les visiteurs ou ceux qui auraient pu être engendrés éventuellement par les restaurations. Alors, les datations à l'uranium thorium ont été réalisées par le laboratoire LSCE du CNRS et le prélèvement provenant de la région centrale de la Manche avec sur les 3 a donné après correction la date de 1368 plus ou moins 31 après Jésus-Christ. Cette date très ancienne pour l'archipel des îles Soulevant, j'y reviendrai dans un instant. Le second prélèvement qui est pris lui dans la partie orientale du Haru, lui a donné la date corrigée de 1718 plus ou moins 7 AD. Ou après Jésus-Christ. Donc ces blocs font aujourd'hui partie bien sûr du même remplissage, mais il est quand même intéressant de remarquer que la partie centrale de la partie centrale semble plus ancienne. Donc il est possible que le marais ait été agrandi au cours du temps, la roue originelle ayant été étendue au moins vers l'est. Alors le sondage lui-même, il a permis l'identification de plusieurs unités stratigraphiques. Celles-ci sont assez perturbées à cause de l'activité des crabes, de la tuba, mais certains faits archéologiques, une vidange de foyer avec des restes consommés, un pavage, une structure en pierre et plafond, j'y reviendrai, nous ont aidé donc dans la prise en compte de ces unités. Les interfaces apparaissant quant à elles assez peu clairement, si finalement les changements stratigraphiques ont été observés finalement plus avec les vestiges présents que par l'observation du sédiment qui lui est plus factuel.
Et donc dans le sondage, la première unité stratigraphique anthropisée intéressante a été identifiée sur le numéro 103. Il s'agit d'un niveau de sable meuble assez humide, de texture un peu grenue. Et à l'intérieur de ce sédiment, il y a des blocs de trachyte ou de corail d'assez grande dimension et en grand nombre dans la partie ouest du sondage, pris dans ce sédiment, là où justement devait se situer le tavois du Malawi. Et donc ce niveau, eh bien, nous l'avons interprété comme les différents éléments reliant un pavage diffus qui constituait autrefois donc le sol de la structure de culte, au moins au moment de son extension finale et donc de son utilisation finale. Alors le pavage mis en évidence, en réalité, il est très diffus, il est peu organisé, mais ce n'est pas incohérent, surtout quand on le compare avec les pavages anciens observés lors des phases de fouilles sur les autres marais du complexe. Alors ici, vous avez les photographies de la fouille de 1994 sur le marais Haubili, aujourd'hui restauré, et qui montrent en fait le même type d'aménagement, beaucoup moins lisible que le sol restauré que vous avez ici en bas à droite, et qui est donc cette espèce de repavage récent qui est présenté aujourd'hui au public. Donc il était très important de dater les éléments de ce pavage ou pseudo-pavage que nous avions dans la partie ouest du sondage. Un prélèvement de Porites sur un des blocs constitutifs a donné la date de 1755, plus ou moins 51 après Jésus-Christ, ce qui est en accord à la fois avec les traditions orales et les observations des navigateurs occidentaux qui font état de l'utilisation du site dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et ça semble cohérent aussi, bien sûr, avec l'oralité et avec le prélèvement dans la partie orientale de la roue de 1718 pour rappel. Donc l'activité des crabes, bien sûr, ça ajoute la difficulté à l'adaptation des éléments légers qui ont voyagé comme le charbon, ou en plus se mêlent des difficultés parfois d'inbuilt age dans les prélèvements de charbon lorsqu'on n'arrive pas forcément à déterminer l'espèce en particulier. Donc en dépit de l'activité des crabes, un prélèvement de charbon, malheureusement l'identification n'a pas été possible, a été réalisé dans cette même US 103 qui relie les éléments du pavage entre eux et qui a donné la date AMS de 224 plus 16 pp, mais après calibration, la date de donc 220 144 pp, c'est-à-dire aux alentours de 1765 plus ou moins 35, ce qui est finalement assez cohérent avec la date de l'échantillon de Porites qui lui donne 1755 pour rappel. Juste en dessous de ce pavage, ce pavage, quelques prélèvements de charbon donnaient les dates suivantes 280 210 cal BP et 280 170 cal BP. On se trouve donc plutôt aux alentours du début du XVIIIe siècle, c'est-à-dire peu après ce que nous avons interprété comme la phase d'extension de la roue, c'est-à-dire au milieu du XVIIIe. Enfin, donc une structure profonde a été identifiée dans la partie est du sondage. Je l'ai grisée en fait ici. Elle est prise dans la coupe et dans cette US profonde. Il semble s'agir de la base empirée d'une structure autonome de type haute plateforme sur laquelle a poussé ensuite un tamaon, un calophyllum monophyllum que vous voyez ici. Et cette structure, elle n'est pas forcément en lien avec la version étendue du pavois du Malawi au XVIIIe siècle, parce que celle-ci est justement prise dans ce sédiment qui la comble, qui plus tard même, là, elle recouvre. Donc sa datation, elle était primordiale aussi, et le prélèvement effectué sur un bloc de Porites qui la constitue, a donné la date corrigée de 1633, plus ou moins 46 après Jésus-Christ. Donc le remplissage de l'US 104, assez logiquement, il est donc légèrement postérieur puisqu'il la comble, le tout étant recouvert par l'US 103, comme je l'ai dit. Et donc ça nous permet de développer cette séquence finalement assez simpliste et assez artificielle, puisque du coup le recouvrement de cette structure semble avoir eu lieu environ un siècle après son aménagement. Alors, peut-être que le marais a été modifié avec une intensification des pratiques, des besoins dans cette zone du complexe. Donc pour récapituler, il semble qu'un petit hameau central a été construit dans la seconde moitié du XIVe. Au XVIIe, une structure dont la fonction est inconnue de type plateforme a été édifiée non loin de ce marais primaire, sans nécessairement être forestier. On a pris ensuite la décision d'augmenter les dimensions de la roue du Malawi au début du XVIIIe siècle et de faire disparaître cette plateforme. Ensuite, nous pensons qu'il a été décidé de paver sommairement la cour, soit que la partie centrale du tavois, comme vous n'avez pas vu le contenu des fouilles, était déjà pavé, c'est une extension du pavage méridien, soit de paver l'ensemble, car le marais est d'origine très petite dimension, ne possédait pas de pavage au moment de sa première utilisation. Bref, cet aménagement de l'espace du tavois se serait traduit au-delà, vers l'est, par lui-même de cette structure ancienne, construite au XVIIe. Ce dernier état du marais de l'Irlanda aurait été atteint vers le dernier tiers du XVIIIe
siècle. Alors cette séquence, bien sûr, linéaire, elle est artificielle, elle est peut-être un peu simpliste, elle ne tient pas compte de nombreux événements qui auraient pu changer dramatiquement le site, des tensions, des conflits, des mutations, des recompositions religieuses, ou même des possibles transformations de la vocation de certaines structures du temps. Toutefois, si les actions diverses dans cette zone semblent très liées au XVIIe et au XVIIIe siècle, eh bien finalement c'est la date obtenue au centre de la rue remontant au XIVe siècle qui est celle qui pose véritablement question. S'agit-il d'un prélèvement aberrant, alors que la seule datation comparable obtenue dans les îles suivantes est celle du Marae Mataire qui est datée quant à lui du XVe siècle, c'est-à-dire un siècle plus tard. Donc dans l'idée de contextualiser davantage nos observations, nous avons entrepris des recherches sur un autre Marae du sanctuaire de petite dimension situé près du précédent, le Marae Turi dont je parlais tout à l'heure. Alors il est constitué d'un amas de 4 mètres de longueur pour moins d'un mètre de largeur orienté selon un axe nord-ouest et sud-est. Et au pied de sa face sud, on observe une concentration de blocs, dont des pierres pressées, des embases de pierres pressées qui marquent le tarsoir de ce petit Marae. Et lorsqu'on se trouve placé sur le toit face sur les blocs là aussi, face à cette grande passe des avant-moi sacrés. Alors, à l'instar des prélèvements opérés dans la plage du Marae et dans la Putina, le Grand Marae, nous avons prélevé 2 blocs de porylèse constitutifs de l'art. Observez, cette fois-ci, elle provient aussi d'un biais dans la pratique archéologique qui a été assez prompte finalement à se concentrer sur les vestiges de grande dimension, parce que plus spectaculaires, mais souvent plus récents, parce qu'il nécessitait d'une part une population plus importante pour les mettre en place, et puis aussi parce qu'ils témoignent finalement du dernier état d'agrandissement des structures. Donc il est très possible que, le temps aidant, les recherches progressant, et grâce à la datation systématique de structures mises au jour dans l'archipel, eh ben, d'autres ensembles finalement de dimensions plus modestes soient mieux documentés, révélant peut-être, espérons-le, pour certains, des périodes anciennes de construction, et selon les cas, peut-être la pérennité des pratiques et la perpétuation des noms et des fonctions des structures. Alors on aurait aimé, bien sûr, avoir le temps de vous présenter des éléments plus significatifs, comme le vidange de cette ciste impressionnante que vous voyez sur le tahua du Marae Turi en 2019, hein, une grande ciste de plus de 2 mètres de longueur, ou bien encore la mise au jour d'ossements humains en connexion anatomique, comme vous pouvez le voir en bas à droite, à proximité du Grand Marae Taputapuatea, ou ce joli petit leurre à poulpe que vous voyez là, fabriqué avec un dorsum de porcelaine tigris. Maintenant, malheureusement, le temps nous manque, hein, et donc il était... puis en plus, on a beaucoup de prélèvements qui sont encore en cours d'étude. Donc en fait, on a préféré vous présenter cette chronologie, puisque ce sont les datations obtenues par Dr Edwige Ponge-Branchu à l'UMR 8212 du CNRS et celles obtenues à Waikato qui nous ont permis d'élaborer et de valider donc cette séquence d'occupation assez complexe et longue de 4 siècles sur le Marae des Hoputeina. Avec le Marae Turi, donc, il semble avoir été édifié vers le milieu du XIVe. Ça veut dire qu'au moins 2 structures du complexe, très proches l'une de l'autre, sont en fonction en même temps, ce qui semble indiquer donc dès cette période une dynamique religieuse importante sur la pointe d'Opoa. L'histoire du lieu, conformément à certains aspects de l'oralité, s'inscrit aujourd'hui donc dans le temps long. C'est cette profondeur chronologique nouvelle qui est véritablement l'apport essentiel de l'étude, et elle permet d'imaginer du coup des séquences complexes d'édification avec des rajouts, des extensions, des réemplois, des comblements, des abandons. Ces aménagements ont vu des pratiques s'intensifier en leur sein, ont été agrandis pour les besoins du culte ou pour des raisons de compétition de prestige. C'est ce qui semble s'esquisser pour le Marae des Hoputeina, qui atteint son plein rayonnement vers le milieu du XVIIIe siècle. Ce Marae des lignées cadettes d'Opoa se mesure donc en termes de dimension au Marae Hoviri, qui est tout proche avec sa grande pierre d'investiture, et qui, lui, est réservé aux aînés. On est ici finalement dans une espèce d'émulation architecturale, même si les obligations hiérarchiques des cadets envers les aînés sont visibles et respectées, puisque la seconde structure est un petit peu moins longue et un petit peu moins large. Le Marae Turi, lui, le petit, eh bien, il a conservé sur toute la chronologie sa forme ancienne, qui semble plus embryonnaire, mais ça ne veut pas dire qu'il est abandonné, hein, des cérémonies restreintes à un cadre précis ayant très bien pu y être célébrées sur le temps long, sans qu'il ne soit modifié. Son nom actuel est d'ailleurs lié à la personne de Tamatoa II, Turi Ari Tefarepauthei, ce qui pourrait aller dans le sens d'une utilisation continue jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, ou au moins d'une reprise d'activité à cette date. Alors beaucoup de travail reste à accomplir sur le complexe et sur les liens entre les données de fouilles et les traditions orales disponibles. Aujourd'hui, elles sont bien circonscrites grâce aux travaux récents, en particulier sur le sujet, notamment ceux de Bruno Sora et ceux de Frédéric Torrent, qui est ici et dont je remercie de sa présence. Cette conférence aussi sur l'archéologie polynésienne organisée par le CIRAP et la DCP, elle a l'occasion de présenter en fait ces résultats. La vulgarisation et le retour de population sont aussi importantes.
Donc il n'y a pas que le rendu scientifique dur qui est important. 2 articles ont été publiés par nos soins dans le magazine Hiroa, le magazine de la direction de la culture, peu de temps après les interventions pour que les gens soient au courant. Et une restitution des résultats de 2019 a été effectuée dans le cadre de la mission 2021. Un accueil très très favorable des gens d'Oppoa a été réservé. Et donc on a hâte de les retrouver l'année prochaine pour continuer nos fouilles. On tient à remercier les organisateurs de cette conférence, les financeurs de ce projet, ainsi que toutes celles et ceux qui nous ont aidés sur le terrain, en laboratoire, dans les administrations, en particulier à la DCP, Martine Ratinasamy, qui est là aujourd'hui et que je salue, que je remercie, qui a initié une bonne part de ce programme, et Joanny Catousto, bien sûr, la directrice, qui le soutient également. Et bien sûr, la cuisine aussi de Mato, là-bas, à Ariatea, que nous avons tous beaucoup apprécié. Merci.